Retournons, mesdames et messieurs, avec un autre sujet. Alors, c'est la 5e édition de la semaine de la sensibilisation envers la reconstruction et le développement des pays post-conflit. Alors, cette semaine, elle est toujours... elle sera inaugurée par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a annoncé le lancement de cette 5e édition de la semaine de la sensibilisation, de la reconstruction, du développement post-conflit qui se tient d'aujourd'hui du 17 jusqu'au 23 novembre 2025. Le président el-Sisi a précisé que l'Afrique doit mettre en œuvre les stratégies et politiques ambitieuses de l'Union africaine visant à assurer la stabilité, le développement et la prospérité des peuples africains. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Olivier Bakatouamba, chef de l'organisation des ingénieurs en République démocratique du Congo, qui va nous jeter la lumière sur cette semaine. Bonjour Monsieur Olivier Bakatouamba, bonjour. Bonjour Madame, je tiens à saluer les téléspectateurs de NITV International. Merci, le plaisir est le nôtre bien sûr. Et bienvenue avec nous. Bonjour l'Égypte avec nous. Merci. Alors, monsieur... Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Tout d'abord, monsieur Bakatouamba, comment voyez-vous, on peut dire, l'importance de cette semaine consacrée par l'Union africaine? Et ici, si vous me le permettez, alors le président Abdel Fattah el-Sisi est le chef de ce dossier concernant la sensibilisation de la reconstruction et le développement post-conflit en ce qui concerne les pays africains. Comment voyez-vous l'importance de cette semaine? Oui, merci Madame pour la question. Je pense que la reconstruction et le développement post-conflit, qui est aujourd'hui basé au Caire en Égypte, joue un rôle de plus en plus central dans la consolidation de la paix en Afrique. Alors, plusieurs aspects peuvent être mis en avant. Par exemple, comme des points positifs, nous pouvons prendre l'institutionnalisation de la reconstruction et le développement post-conflit. Oui. Cela va permettre de transformer la vision de l'agenda 2065, parce que c'est aussi un programme appuyé par l'Union africaine. En concrétisant cette vision-là, la stabilité, la prévention des conflits et la reconstruction durable. Oui. C'est ce que le programme de 2063 écrit ou établi. Permettez-moi, il y a aussi la coordination. De 2063, vous avez mentionné la vision africaine, Oui, n'est-ce pas? Je parle de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Oui, oui, la vision de l'Union africaine 2063. La reconstruction, effectivement, qui épingle la reconstruction du développement post-conflit. Oui. Et dans ce programme-là, l'agenda 2063, il est bien dit clairement que cela va permettre de transformer la vision de cet agenda en action concrète visant à la stabilité, la prévention des conflits et la reconstruction durable. Oui. Ça, c'est d'abord une, je peux dire en général, mais nous pouvons aussi dire que pour ce qui concerne la coordination régionale, cela va servir d'une plateforme pour harmoniser les efforts entre les États membres de l'Union africaine et les organisations régionales. Pourquoi pas les partenaires régionaux, pour renforcer la capacité nationale dans ce qui concerne le conflit post-conflit, le développement post-conflit. Sans ignorer, le continent africain reste le continent où il y a plusieurs conflits entre pays ou dans plusieurs pays ou entre les pays voisins. Et ces conflits ont, je peux dire, ils ont déchiré l'Afrique. Ils ont déchiré le développement de l'Afrique. Malheureusement, oui. C'est la raison pour laquelle ce programme a été appuyé. Je pourrais dire que ce que le président Al-Sisi est en train de lancer, c'est dans ce cadre-là de renforcer en fait la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine.
Alors, parmi les défis, je crois que le seul défi que nous pouvons avoir, ou que les programmes la rencontrent, c'est le financement qui est insuffisant. Parce que cela dépend en partie des partenaires internationaux. Un programme bien élaboré pour les Africains, mais nous attendons la grande partie des financements aux partenaires internationaux. Donc ça, c'est une défaillance et un défi pour ces programmes. Alors, sinon, en général, c'est un programme... Oui. Oui. Vous dites, madame? Oui, alors un des sujets qu'a mentionné simplement le président Abdel Fattah el-Sisi était, on peut dire que c'était, on peut dire, le premier sommet concernant la paix et la stabilité en Afrique, c'était à Aswan. Il y a quelques années. Alors, est-ce que vous voyez qu'on va continuer avec ces sommets? Je vois que ce sont, comme vous venez de le dire, ce sont des sommets très importants puisque ça concerne la paix et la stabilité. Alors, est-ce que vous voyez qu'on va continuer avec ces sommets et le développement en Afrique? Oui, je pourrais dire que l'importance de ces sommets, ça peut se résumer à, je peux même dire à 4 points. Oui. Premier point, je peux parler de rétablir l'autorité légitime de l'État pour des pays en conflit. Oui. Ou en guerre. La souveraineté également. Deuxième, c'est prévenir la effective. Quand on établit l'autorité de l'État, on doit prévenir la résurgence des violences. Comment le faire? On peut le faire par le conflit, les conflits qui relèvent souvent dans des contextes des institutions faibles, par exemple, ou des institutions corrompues, incapables de fournir des services de base à leur population. C'est ça qui a été toujours à la base dans plusieurs pays, là où il y a des conflits militaires. Vous verrez, ils vont vous dire que non, les institutions sont faibles, il y a la corruption, c'est toujours ça. Alors, les conférences pareilles doivent mettre l'accent pour résoudre ce genre de problèmes, traiter ce genre de questions. Donc, on peut relancer aussi le développement socio-économique. Vous avez mentionné deux choses. La lutte des importances. Vous avez, permettez-moi, vous avez mentionné deux choses. Oui. La lutte. Là, je suis en train d'énumérer les 4 points, les 4 points importants pour, enfin, de l'importance, qui montrent l'importance de ces sommets. De cette, oui, de cette j'ai parlé de rétablissement de l'autorité légitime de l'État pour des pays en conflit ou en post-conflit, par exemple. Et la corruption. De prévenir la résurgence des violences et relancer les développements socio-économiques. Et enfin, assurer la justice transitionnelle. Je donne l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, qui vivent même ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il y a de cela 3 décennies où on tire, où les rebelles prennent des armes. Les mêmes rebelles là, aujourd'hui, ils sont X, après 10 ans, ils deviennent Y, après 10 ans, ils deviennent encore A, c'est-à-dire ils changent de nom pour des revendications pour la tuer. Et entre-temps, ils sont en train de tuer, violer et voler même les minéraux rares du Congo. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela ne se répète pas? C'est là où on parle maintenant d'assurer la justice transitionnelle. C'est quoi la justice transitionnelle, en fait, madame? C'est une justice crédible et indépendante. Pour traiter la violation du passé et favoriser la réconciliation. On ne peut pas laisser les gens qui ont tué, qui reviennent encore sur le même cycle de tuerie, et en train de les bercer, sans pourtant les condamner. Ça va continuer. Oui, malheureusement, oui. C'est dans ce sommet pareil-là que ce genre de points sont relevés et traités. Par exemple, comme important, par rapport à l'importance du sommet, par rapport à votre question, je crois que ce que je viens de résumer, là, les 4 points que je viens de résumer, est très important pour le sommet qui est en train de se tenir aujourd'hui en Égypte. C'est l'instauration de l'autorité à chaque pays, on peut dire la souveraineté de chaque pays. Et vous avez... Effectivement. Oui, et vous avez également mentionné la lutte contre la corruption, non pas seulement le terrorisme, mais aussi la corruption, comme étant un sujet important. Parce que... Oui, c'est juste. Effectivement. Oui. Si vous suivez les gens qui prennent les armes dans plusieurs régions, par exemple chez moi en République démocratique du Congo, il y a la rébellion de M23. M23 2 ou 3, ils ont commencé il y a 30 ans avec un autre nom. Ils sont revenus M23. Après 50-10 ans, ils reviennent encore. Mais si vous regardez ce qu'ils sont en train de revendiquer, ils parlent de la corruption.
il parle des institutions faibles. Mais en réalité, si vous venez vous palper du doigt, est-ce que réellement c'est ça? Ça devient des mobiles en fait, ça devient des raisons pour lesquelles ils prennent des armes. Mais si vous cherchez à connaître la vraie raison, vous verrez que c'est le pillage des minéraux en fait. C'est le pillage des minéraux. Alors sur ce, nous devons aussi mettre l'accent sur le relance du développement socio-économique. Prévenir la résurgence de la violence et établir l'autorité légitime de l'État partout. Donc, vous voyez que c'est... Oui, vous voyez que ces organisations changent le nom seulement, mais ils font la même chose toujours. Effectivement, mais je vous donne l'exemple de la République démocratique du Congo. Prenez la revendication de RCD. Quand ils ont commencé la rébellion il y a plus de 20 quelques années. Après RCD, les RCD s'est transformé. Quand ils ont reçu ce qu'ils revendiquaient, c'est-à-dire intégration de leurs militaires dans l'armée congolaise, prendre de la possession en fait dans l'administration, en politique, ils ont été, donc leur revendication a été répondue à 100% en fait. Alors, en étant maintenant en armée, dans les institutions, ils ont continué à faire leur sale besogne, c'est-à-dire trahir l'armée. Si vous regardez aujourd'hui la majorité des militaires qui quittent l'armée congolaise pour rentrer dans la rébellion, c'est toujours les mêmes militaires qui ont été brassés. Brassés, vous voyez? Je peux dire que leur motif, leur mobile des revendications, ne pas ce qu'ils sont en train de revendiquer, mais plutôt c'est le pillage des ressources. Je prends le cas de la République démocratique du Congo parce que c'est un cas pilote de l'Afrique où des violations ont fait plus de 8 millions de morts. 8 millions malheureusement. De morts, plus de 2 pays en Afrique. Donc, des pays en Afrique. Oui, donc c'est un sujet très important et on va vous recontacter un autre jour pour en parler puisque on n'a pas terminé avec vous, mais on doit terminer malheureusement. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Olivier Bakatwamba, chef de l'Organisation des ingénieurs en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous et de parler de ce sujet très important. C'est la 5e semaine qui se tient en Égypte concernant la reconstruction et le développement post-conflit des pays africains en Afrique après les conflits. Je tiens à vous remercier infiniment. Mesdames et messieurs, alors on enchaîne toujours cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte, mais avec un autre sujet intéressant, c'est le musée égyptien. Eh bien, le musée égyptien de la place Tahrir célèbre son 123e anniversaire, 123 ans pour le gardien des 7 millénaires. Le musée égyptien de la place Tahrir a célébré le 15 novembre son anniversaire sous le thème 123 ans d'un don continu. Inauguré en 1902 par le khedive Abbas Hilmi II, il s'agit bien du plus ancien musée archéologique du Moyen-Orient, mais aussi d'autres choses. Les détails avec Sameh Reda et Shamseneni.